Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, comme je le disais, si vous pouvez, ma première, ils sont tous déconnectés, donc tous les micros sont déconnectés, je vous remercie. Si toutefois vous avez une question verbale à poser, vous pouvez lever la main. Donc, vous pouvez cliquer dans le bas de l'écran ou au-dessus de l'écran, ça dépend comment est la configuration chez vous, pour prendre la main. Donc, levez la main, ainsi je pourrai vous donner la parole. Et donc, soit je vous la donnerai, je veux dire, en fin d'un slide ou autre, ou en fin d'un chapitre, ou sinon, ça sera en fin de conférence que je vous donnerai la parole. Et si, entre-temps, vous avez eu la réponse via les slides qui suivent, je veux dire, vous pouvez rebaisser la main à ce moment-là, quoi. Donc, je me présente, Philippe Fondu, directeur de la société Brainbox. J'ai le plaisir de vous souhaiter, enfin, en réalité, ça fait 30 ans que je suis chez Brainbox. À date d'aujourd'hui, je suis rentré le 31 mars 1992, donc dans la société de papa. Papa a créé la société en 1979. Et j'ai la fierté également d'avoir ma troisième génération, donc mon fils qui rentre dans la société. Donc, il est rentré il y a déjà un an maintenant. Jean-Philippe est rentré il y a plus ou moins un an dans la société. Donc, ça fait plaisir que la troisième génération est là. Et donc, dans un but, encore une fois, de servir nos clients, d'apporter des solutions, c'est vraiment ça, Brainbox, d'apporter vraiment des solutions à nos clients, à leurs projets. Et bien entendu, ça, c'est la force de Brainbox, c'est de toujours de rester en avance au niveau des techniques, des possibilités que l'on peut proposer au niveau technique, que ce soit sur l'électricité, la domotique, le sanitaire, le chauffage ou la ventilation. Alors, je suis bloqué, voilà. Alors, donc, le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est vraiment d'arborer, de voir l'ensemble d'une installation, d'une récupération d'eau de pluie, voir les différentes normes qu'il y a là, entre autres avec le fameux Certibo, de voir les possibilités, voir également, avant de pouvoir récupérer son eau, comment avoir une belle eau de pluie de qualité. Donc, en thème 1, on aura donc de pourquoi, quel est l'intérêt de récupérer son eau de pluie. Le thème suivant sera la certification, donc la fameuse certification Certibo qui existe depuis le 1er juin 2021. Et ensuite, on aura également donc en thème 3 de comment filtrer son eau, donc pour essayer d'avoir une eau au plus propre au niveau de l'utilisation et de la récupération, bien entendu. Les différents hydroforts et pompes immergées de Neptune. Et bien entendu, si vous avez des questions, je suis là. Donc, quel est le but de récupérer son eau de pluie? Tout d'abord, elle est gratuite. Donc, ça, c'est déjà, en ces temps forts, pour le moment, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, je fais une remarque à ce sujet. On risque à un certain moment, c'est des bruits qui courent, on risque à un certain moment d'avoir un compteur sur la récupération d'eau de pluie. Alors, ça pourrait être une intox ou pas. Alors, je doute que ce soit une intox. Pourquoi? Encore une fois, l'eau, pour qu'elle soit distribuée, coûte cher. Ça, c'est déjà une première chose. Mais à la limite, pour nettoyer l'eau, donc je veux dire tout ce qui est station d'épuration qui se trouve, je veux dire, en sortie de village ou en sortie de ville, coûte encore plus cher. Et donc, il est là le problème. Ça veut dire que si sur 100 mètres cubes que l'on rejette dans les égouts, on n'en paye que 5 ou 10 parce que le reste est utilisé grâce à l'eau de pluie, il faudra quand même nettoyer ces fameux 100 mètres cubes d'eau. Et donc, ils sont franchement en train d'étudier ça. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va augmenter le prix du mètre cube d'eau potable. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Ou l'autre solution, c'est de mesurer soit la quantité d'eau que vous rejetez ou de mesurer l'eau que vous utilisez au niveau eau de pluie. Ce n'est pas encore en place, c'est des sujets qui commencent à être abordés politiquement, donc il faut faire attention avec ça, mais tant que c'est gratuit, je veux dire qu'on en profite à son maximum. Utiliser donc de l'eau traitée potable n'est pas logique, encore une fois là aussi, pour alimenter tout ce qui est chasse de WC, robinet extérieur, voire les machines à laver. Et donc, pour exploiter au mieux votre eau de pluie, avec un minimum de composants s'impose. Et ceux-ci vont être expliqués dans les slides suivants. Donc, le point 2, c'est la fameuse certification, donc le fameux Certibo.
Donc, c'est un point très important pour toute nouvelle construction, je parle bien pour toute nouvelle construction ou rénovation qui n'aurait pas encore son compteur d'eau. Et là, ça existe encore. Mais donc, ça veut dire que pour toute demande d'un compteur d'eau, on est obligé de rentrer dans la norme, la fameuse norme Certibo, et donc qui est appliquée depuis le 1er juin 2021, donc c'est assez frais, on va dire, c'est assez nouveau. Il faut savoir qu'en Flandre, elle y est depuis au moins 6 voire 7 ans. Donc, ils ont quand même pris une avance. Et les certificateurs agréés Certibo, pour le moment, donc contrôlent les règles de bonne pratique des installations de distribution, mais aussi d'évacuation des eaux usées. Eaux usées et eaux propres également, donc les fameuses eaux de pluie, les eaux blanches. Il faut savoir également que on travaille entre autres avec Bellor au niveau organisme de contrôle, que ce soit électricité, que ce soit au niveau des chaudières gaz. Eux sont agréés pour ces 2 points-là et ils sont en cours d'agrément au niveau du Certibo, en sachant qu'ils se sont inscrits au mois de mars 2021. Et il y a tout un processus pour les inscriptions de ça. Certibo a été complètement dépassé. Ils ne pensaient pas que ça serait aussi important, les demandes seraient aussi importantes, donc ils sont vraiment dépassés par les événements. Et ils ne se rendent pas compte non plus, ou en tout cas ça a été mal géré, ils ne se rendent pas compte que c'est très lourd à gérer le temps que ça prend pour suivre un dossier. Donc, ce n'est pas comme un simple contrôle d'une installation électrique où ça prend, on va dire, plus ou moins 1 heure. Ici, c'est plusieurs heures, je veux dire, qui sont demandées, alors soit sur site, mais principalement question administrative également. Donc, pourquoi? Parce qu'un peu comme un rapporteur PEB, ils doivent compléter un dossier auprès de la région wallonne pour justement, avec des photos, avec des schémas, avec des normes là derrière, des agréments là derrière suivant les produits utilisés. Et donc, ils doivent compléter ce genre de dossier. Et franchement, c'est très lourd, que ce soit pour le certificateur, mais aussi, mais c'est mon point de vue, et aussi, ça a été mal pensé dès le départ, à savoir qu'il n'y a pas une règle, ou en tout cas, on ne conseille pas de comment réaliser cette fameuse certification-là au niveau administratif. Et hélas, on arrive trop souvent que le certificateur Certibo arrive en fin de chantier ou en cours de chantier, alors qu'il y a tout un travail de préparation en amont avant, je veux dire, de commencer, ou pour éviter également des surcoûts au niveau du bâtiment, soit au niveau des évacuations, ça peut être aussi, mais beaucoup moindre, au niveau de distribution, mais principalement au niveau des évacuations. Si les règles n'ont pas été mises en pratique dès le départ, ça peut coûter très cher en complément là derrière pour être agréé Certibo. Il faut savoir également que si vous demandez en cours de chantier ou en début de chantier, vous demandez un compteur d'eau provisoire, là, bien entendu, on ne doit pas passer par un certificateur. Simplement, c'est qu'il sera limité. Donc, ils vont mettre un régulateur. Vous allez être limité à plus ou moins 150 litres d'eau par heure. Ça dépanne. Sur un chantier, ça dépanne, mais c'est vraiment un petit filet d'eau, je veux dire, qui coule. Tant qu'il n'y aura pas une certification là derrière et les agréments, le compteur ne sera pas déplombé pour avoir une capacité totale. Alors, qu'est-ce que c'est le Certibo? Donc, en gros, je dis bien en gros, c'est la pose et l'agrément de vos clapets anti-retour placés sur votre installation d'eau de distribution. Brainbox n'a quasiment pas dû changer ses kits. Il y a un kit qui a dû être changé où il n'y avait pas un clapet anti-retour. C'était pour le remplissage d'eau au niveau de la citerne. Initialement, il n'y avait pas de clapet anti-retour. On l'a rajouté, ce clapet-là. Mais tout le reste, on répondait déjà à la norme Certibo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de faire son installation en bon père de famille. Alors, c'est quoi un bon père de famille? C'est d'avoir ces fameux clapets anti-retour et des clapets anti-retour agréés, bien entendu, et d'éviter, le but c'est ça, c'est d'éviter d'avoir un transfert d'eau de pluie, on va dire d'un transfert d'eau non potable dans une installation d'eau potable. Alors, je donne toujours l'exemple de Belgacois qui date de 10, 15, 20 ans passés facilement. Style, la baignoire est remplie, on a la pomme de douche qui est dans la baignoire, il y a une rupture d'eau au niveau de la
canalisation, donc le distributeur n'envoie plus d'eau dans la distribution. La ménagère ouvre son robinet au niveau de la cuisine, qui est, donc on imagine la salle de bain à l'étage, la ménagère au niveau de la cuisine, au niveau du rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on ça va faire thermosiphon. Donc, qu'est-ce qu'on risque d'avoir s'il n'y a pas ces fameux clapets anti-retour? Une aspiration de l'eau du bain et qui va redescendre, qui va se mélanger dans l'eau de ville, distribution d'eau de ville, et arriver à un certain moment au niveau du robinet de la cuisine. Là, au niveau de ces fameux clapets, ça existe au niveau ça c'est des normes qui existent bien depuis 15-20 ans passés au minimum. On a des clapets anti-retour qui sont déjà mis sur les mitigeurs. Donc ça date oui, de 10, 15, 20 ans passés facilement pour éviter d'avoir ce problème-là. Encore une fois, il faut que le bain soit rempli, il faut que la pomme de douche soit dans le bain et il faut qu'il y ait une rupture d'eau à ce moment-là et il faut qu'on ouvre le robinet de la cuisine pour faire un appel d'eau, un thermosiphon à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est belgacois, c'est vraiment des risques, mais qui peuvent arriver, j'en suis conscient, mais qui sont des fois un peu trop poussés. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment d'avoir une séparation purement et simplement physique entre l'eau de ville et l'eau de pluie. Et donc, comment? On peut en avoir, on pourrait imaginer d'avoir une connexion entre les deux. Je prends le cas, par exemple, avec les pompes de chez Maxident avec le système bypass. On a la possibilité d'avoir un système unit, je veux dire, un système complet où on a une réserve d'eau derrière qui est alimentée par l'eau de ville. On a l'aspiration via le Socarex au niveau de l'eau de pluie et avec un système de flotteur, si on constate que l'eau de pluie descend trop bas, à un certain moment, on a une 23 voies qui va s'ouvrir et la pompe, l'hydrophore, va aspirer l'eau de pluie, l'eau de ville, pardon, qui se trouve dans sa réserve et va se remplir au fur et à mesure. Donc, la réserve permet d'avoir un ballon tampon, on va dire, pour avoir un débit plus important. Donc, il y a des règles ou des exceptions, mais pour ça, il faut être agréé obligatoirement belgacois. Je vous citais tout à l'heure l'alimentation au niveau en eau de ville, d'aller remplir sa citerne. Donc, on a ce genre de kit chez Brainbox. Ben, on est obligé d'avoir un clapet anti-retour alors qu'on n'est pas sous pression, alors qu'on met bien également dans nos fiches que le tuyau d'arrivée d'eau de ville doit être au minimum 2 cm au-dessus du trop-plein de la citerne. Donc, le risque d'aller toucher ça est quasi nul. Et même s'il touche, on n'est pas sous pression. Donc, on ne risque pas de réinjecter de l'eau dans le tuyau de 16 qui va remonter 10, 15, 20 mètres plus loin pour remonter au niveau de l'habitation. Mais soit, ils nous ont imposé de mettre un clapet anti-retour à ce niveau-là, on l'a rajouté. Également, donc, dans le cas où on a un point d'eau, par exemple au niveau du garage ou au niveau de la buanderie, on aurait un point d'eau qui serait sur de l'eau de pluie, donc non potable. On a l'obligation d'ajouter une fiche signalétique en disant attention, ce robinet-là, ce n'est pas de l'eau potable. Un peu comme on le voit maintenant dans tout village, quasiment en tout cas, qui a une fontaine, il y a toujours une notification où il est noté eau non potable. C'est simplement informer l'utilisateur. Donc, je le répète, depuis le 1er juin donc 2021, donc certaines règles ont été modifiées et précisées, à savoir, comme toute réglementation, il y a des sujets à interprétation. Donc, je veux dire, la réglementation a quand même été un peu revue. Je veux dire, tous les 2, maximum 3 mois, il y a des réunions qui se font et donc ils spécifient alors des interprétations. Et dans ce cas-là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec cet article-là qui est un peu mitigé au niveau compréhension? Donc, ils vont le modifier, le préciser. Et il y a une chose aujourd'hui qui n'est pas très claire, en tout cas, et on en parlera un petit peu après, c'est l'utilisation de l'eau de pluie au niveau de la salle de bain. La réglementation, on peut la sous-entendre, et donc on a dans un sens comme d'accepter ou de ne pas accepter la possibilité de le faire. Et on a actuellement, en tout cas, on a un certificateur qui nous refuse une installation. En tout cas, bon, elle n'est pas encore installée, il y a pas encore, le chantier n'a pas encore démarré, mais en tout cas, la demande, il nous refuse la possibilité de ça. Je me suis renseigné auprès d'un autre certificateur.
lui, il dit, moi, j'accepte. Je ne vois pas. Alors, lui, il va chercher un point important ou pas. Il va chercher un point qui est, encore une fois, tendancieux. Et il dit, non, moi, je ne prends pas le risque. Voilà, on se met sur un gros parapluie, mais je n'accepte pas ce genre d'installation. Donc, pour le moment, c'est un peu embêtant ce point-là, mais je le redis, on en reparlera juste après. Donc, au niveau des WC, ben, il n'y a aucun problème. Je veux dire, du moment qu'on respecte, je veux dire, les règles, encore une fois, de la fameuse séparation de ville ou de pluie, tout ce qui est robinet extérieur, il n'y a aucun problème. Bien entendu, toujours ajouter la fameuse fiche signalétique que l'eau n'est pas potable. Une machine à laver, un exemple, justement, au niveau de la réglementation, c'est OK et il est noté 6 dispositifs de traitement complémentaires. Voilà ce qui est noté au niveau de la réglementation. Ça veut dire quoi? Pour moi, c'est vraiment de l'imprécision purement et simplement. Alors, quand on gratte un petit peu, on sous-entend et, encore une fois, les agents, les contrôleurs le prennent comme ça. Ils disent, ben, si, il faut au minimum un filtre et un filtre classique, donc en microns, 25, 50 microns, et il faut également un filtre à charbon pour éviter d'avoir les odeurs au niveau des vêtements. Je ne vois pas pourquoi le Certibo commence à s'intéresser au niveau de la qualité de l'eau que l'on va utiliser en eau de pluie. Mais enfin bon, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et alors, le dernier point ici, donc c'est la fameuse alimentation d'eau de pluie au niveau de la salle de bain, au niveau de la salle de douche. Donc, on utilise, en tout cas nous, Brainbox, on proposait, on a mis en stand-by pour le moment. Saint-Tropure est en train de discuter avec le gouvernement, avec la région wallonne, avec les décideurs là derrière, parce qu'en Flandre, c'est accepté, en Wallonie, ce n'est pas accepté. Enfin, c'est tendancieux en tout cas, la réglementation est tendancieuse à ce niveau-là, la loi est un peu bizarre, enfin, l'article est un peu bizarre, n'est pas assez précis. Et à ce jour, donc c'est un peu entre les deux. Donc nous, Brainbox, pour le moment, c'est en stand-by, sauf bien entendu dans le cas d'une rénovation. Donc là, on peut, puisque le compteur existe déjà. Mais en tout cas, pour une nouvelle construction, pour le moment, pour moi, c'est non. Mais ça va changer. Donc, d'ici c'est quelques semaines, parce que la prochaine réunion se fait le mois prochain. Donc, ça veut dire que là, la prise de décision sera assez rapide et je ne vois pas pourquoi, côté flamand, on pourrait le faire et côté francophone, on ne pourrait pas le faire. C'est la Belgique. Je vous enverrai, enfin, en tout cas, une de mes collègues vous enverra demain un mail avec le fameux dossier Certibo. Et donc, ainsi, on a vraiment une vue d'ensemble. Il a fallu le temps également que ce genre de dossier sorte, mais il est franchement bien fait. Vous avez vraiment une vue d'ensemble. Et j'insiste et je le répète, mais c'est vraiment la partie évacuation des eaux qui est très, très important. Et là, je vais dire, sincèrement, je vais dire enfin, c'est un peu mieux, enfin, c'est pas un peu mieux contrôlé, c'est que c'est enfin contrôlé. On a vécu en juillet dernier les inondations dans différentes provinces ici en Wallonie. J'habite à côté de Rochefort, donc je n'ai pas eu de dégâts, mais on a vu ce qui s'est passé. C'est quand même catastrophique, je veux dire. Le gouvernement, ou je ne sais pas qui, je veux dire, avait décidé quelques années passées, dans le cadre d'une nouvelle construction, d'avoir une citerne, par exemple, de 10 000 litres. Ça, il y avait un calcul qui était réalisé. Admettons une citerne de 10 000 litres et où on avait une évacuation, mais légère, donc un petit trou. Il y avait une évacuation qui était prévue, admettons, à 5 mètres cubes, à 5 000 litres de la citerne. L'idée n'est pas mauvaise, très sincèrement. Le but, c'était quoi? En cas d'orage, en cas de grosses précipitations, la citerne va monter, je veux dire, à ces 10 000 litres. Une fois qu'elle aura atteint ces 10 000 litres, ces 10 mètres cubes d'eau, ben, l'évacuation du trop-plein va se rejeter à l'égout. Mais entre-temps également, elle va descendre à 5 000 litres, puisqu'elle va s'évacuer par ce fameux petit trou de manière lente et pas du côté des égouts, mais via de la dispersion. Donc, ça veut dire que on imagine une rue où il y a, je vais prendre un chiffre simple et un petit chiffre, il y aurait 10 maisons où il y aurait ce système-là. Ça veut dire que chaque habitation a une réserve tampon de 5 mètres cubes. Rien que pour ces 10 maisons-là, il y a quand même 50 000 litres, 50 mètres cubes d'eau qui seraient retenus et ensuite distribués dans le terrain proprement dit pour s'évacuer.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 50 mètres cubes d'eau qui sont retenus et qui ne sont pas évacués vers les égouts. Et c'est là aussi qu'il y a un risque. Les égouts, ben, vraiment, ils arrivent où? Ils arrivent au niveau des rivières. Et donc, c'est ça qui peut faire monter très rapidement, je veux dire, les eaux. Et surtout, c'est qu'on arrive de plus en plus, ben, soit avec des habitations, c'est une chose, mais avec des parkings qui sont asphaltés. Et donc, on a, on a de moins en moins de terrains drainants. Et donc, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ruisselle et on arrive à des catastrophes comme on a connu en juillet dernier. Et donc là, je le redis, avant, il n'y avait pas de contrôle de ce genre de citerne. Maintenant, il y a un contrôle. Et enfin, et je dis bien et enfin, pour éviter, encore une fois, ce n'est pas pour embêter le public, c'est vraiment d'avoir cette fameuse réserve tampon. Ça a sûrement mal été expliqué, ça a sûrement mal été communiqué, mais je veux dire, la logique, en tout cas, elle est là. Oui, dans le slide juste avant, je parlais également, mais j'en avais déjà parlé, que Bellor donc, allait être agréé. Donc, Bellor est un de nos partenaires. Donc, c'est un organisme de contrôle, je le répète, électricité et conduite de gaz, évacuation des gaz brûlés. On a un partenariat avec eux, entre autres, c'est eux qui nous font les prévisites auprès de nos clients. Dans le cas où on a une situation on est vraiment en recherche d'une sortie d'évacuation au niveau des gaz brûlés pour une chaudière gaz condensation, ils sont appelés sur le terrain à nos frais pour trouver la solution pour que ça fonctionne et que ce soit réglementaire là derrière. Et donc, ils sont en cours, je le redis, ils sont en cours de réglementation. Ils ont passé tous les examens. Là, ils attendent le résultat. Bon, c'est réussi, mais ils attendent par principe et ça prend quelques mois, je veux dire, pour avoir ce fameux diplôme. Mais après, ils seront agréés et donc, grâce à ça également, on pourra poser toutes les questions que l'on veut et on aura une réponse certifiée là derrière. Encore une fois, BrainBox n'a pas attendu, je veux dire, voir un peu comment ça va aller, comment les certificateurs vont contrôler les installations, etc. Donc, on a, par habitude, je veux dire, avec son habitude que BrainBox a, on a anticipé ce risque-là. Et donc, on a déjà créé, nous, un manuel qui date de juin donc 2021. On a réalisé donc un manuel Certibo où déjà on retrouve tous les produits que BrainBox propose et ses numéros d'agrément. Donc, il faut savoir que pendant les 2 ans qui suivent, donc, 2020, donc juin 2021 jusqu'à juin 2023, on aura la possibilité de fournir une certification qui reprend les 4 pays alentours de la Belgique. Donc, on peut avoir un matériel, on peut avoir un agrément français, on peut avoir un agrément hollandais, on peut avoir un agrément allemand et un agrément anglais de mémoire. À partir de juin 2023, on aura l'obligation d'avoir une certification belgacois. Donc, ça veut dire que c'est une certification belge. Encore une fois, un produit qui est agréé NF ou sous la norme NF, ben, quasi automatiquement est agréé pour le belgacois, sauf qu'il faudra le faire tester et il faudra le faire payer là derrière. Donc, ça risque encore de faire augmenter les prix. C'est un peu grave d'en arriver là, mais bon, c'est comme ça. J'ai du mal à comprendre l'Europe là derrière ce qu'elle fait dans ce genre de cas. Mais en tout cas, dans 2 ans, on devra avoir une certification de tout produit que l'on place dans une installation avec les agréments de Belgacois. Alors, dans nos manuels de pose, il y a une très grosse partie des produits où on a déjà les certifications belgacois et il reste, on va dire, 30-35% des attestations qui sont soit françaises, soit hollandaises, soit allemandes. Anglais, je ne pense pas que j'en ai. Mais au moins, le client, il a déjà tout ça et il n'a plus qu'à remettre ce document-là auprès du certificateur. On a les liens, donc il y a aussi bien il y a les liens, je veux dire, pour avoir les certifications là derrière. Donc, c'est quelque chose vraiment de pratique pour nos clients. Après, je le redis et j'insiste, n'oubliez de voir avec votre entrepreneur pour tout ce qui est décharge des eaux usées et des eaux claires, donc eau de pluie. Ça, c'est un point très, très important à vérifier et qui doit être réglementaire. Dernier point au niveau Certibo, donc c'est aussi de vérifier, comme je disais, donc les décharges d'eau grise, de DWC, d'eau de pluie, la dispersion, donc c'est un trop-plein de votre eau de pluie, et la réserve d'une eau tampon dans votre citerne d'eau de pluie en cas d'orage.
Donc là, encore une fois, c'est tout des calculs, mais au début, je veux dire, vous devez savoir déjà quel type de citerne vous pouvez placer et à quel endroit, à quelle quantité, parce qu'il y a, encore une fois, je le redis, il va y avoir une dispersion de votre trop-plein, je veux dire, d'eau de pluie. Et donc là, il faut voir par où on va le mettre pour éviter d'inonder soit le voisin ou d'inonder votre bâtiment proprement dit. Alors, comment filtrer au mieux son eau de pluie? Donc, avant toute chose, pour que vous puissiez utiliser à son maximum votre eau de pluie et, bien entendu, sans désagrément d'odeur ou de salir trop rapidement vos filtres, il y a quelques règles à respecter. Premièrement, ne jamais nettoyer les parois de sa citerne, ni de placer des pastilles d'eau de javel. Il y a des bactéries qui sont dans l'eau de pluie, qui sont dans votre citerne, et il faut les laisser travailler. Je veux dire, c'est vraiment elles qui vont faire le premier filtre de votre eau pour qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'il n'y ait pas de crasse qui s'installe au niveau de votre citerne. Mais si vous commencez à mettre, je veux dire, c'est un peu comme dans une fosse septique, hein. Si vous mettez de l'eau de javel via les WC, vous allez tuer les bactéries, ben, votre fosse septique ne travaillera pas ou travaillera très mal et vous aurez des odeurs automatiquement parce que justement, vous aurez tué les bactéries qui sont là et qui font leur travail. Pareil, donc si vous avez une habitation vous avez une habitation qui est proche de feuillus, il est obligatoire de placer un pré-filtre, donc déjà au niveau de la gouttière, donc ça c'est vraiment le minimum, c'est d'en mettre un là au-dessus, c'est vraiment un chapeau filtre qui permet de retenir, je veux dire, les grosses crasses, je veux dire, qui seraient là. Également, toutes vos descentes de gouttière vont venir dans une chambre de visite et dans cette chambre de visite, vous aurez un filtre. Et donc, ce filtre permet également tout ce qui est gravillon, tout ce qui est plumes d'oiseaux, tout ce qui est risque de feuilles qui serait passé au travers des mailles, arrive à cet endroit-là. Encore une fois, c'est toujours préserver la qualité de l'eau qui va tomber dans votre citerne que vous pouvez récupérer. Ce genre de filtre est à vérifier tous les 6 mois. Et donc, c'est vraiment, il y a un système allez, on va dire de paillasson de plus ou moins 2 cm d'épaisseur qui va récolter, je veux dire, aussi bien un peu de boue, le sable, etc. Et donc, ce filtre-là est à nettoyer à l'eau tout simplement tous les 6 mois. Ensuite, vous avez également notre partenaire Saint-Tropure qui a réalisé un schéma avec les fameux 5 points de base qui vous sera également envoyé par mail. Alors, je mets demain. Alors, j'espère que ce sera demain parce qu'il y a un gros travail qui doit être fait demain, mais au plus tard lundi, en tout cas, vous le recevrez. Mais je pense que le mail a déjà été préparé et, entre guillemets, il n'y a plus qu'à appuyer sur une touche pour le faire envoyer. Au niveau, voilà, donc ça c'est de Saint-Tropure, les fameuses 5 règles qu'on va vous envoyer également par mail. Il y a un nouveau schéma qui est encore mieux fait. Je n'ai pas su l'intégrer ici dans mon slide, mais j'ai reçu dernièrement le nouveau slide. Il est encore mieux fait, enfin le nouveau schéma, pardon, il est encore mieux fait. Donc tout d'abord, au niveau de la toiture, je veux dire, c'est de voir également quel type de toiture vous allez avoir. Si vous partez sur une toiture plate, il est obligatoire de partir, pardon, sur une finition 100% EPDM et qui doit être collée à froid. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Surtout ne pas mettre du roofing ou des choses comme ça, parce qu'on en parlera juste après aussi. On risque d'avoir ces fameux grains qui sont sur le roofing, qui tombent dans la citerne, qui vont être aspirés par l'hydrophore, et ça va faire un effet abrasif au niveau des palmes. Donc, évitez ça. Et surtout également, vous risquez, c'est pas que vous risquez, vous aurez une eau qui sera plus ou moins jaunâtre. Ils en parlent ici dans le texte. On aura une eau qui sera jaune. Et donc, voilà, il faut éviter ce genre de support bitumeux obligatoirement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a le fameux pré-filtre en point 2. On avait le fameux pré-filtre. Donc, avant que l'eau tombe dans la citerne, c'est d'avoir ce fameux pré-filtre via la chambre de visite. Alors là, je ne suis pas toujours pour, mais ça en est une solution. Le point 3 serait de placer un siphon au niveau de l'évacuation vers les égouts. Pourquoi? Parce que il faudrait éviter d'avoir des odeurs des égouts qui reviennent au niveau de la citerne, ou en tout cas au minimum de placer un système de clapet. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir des rats qui pourraient revenir également donc, dans votre citerne. Donc, ça d'avoir ce genre de sécurité. Le siphon, c'est déjà une chose.
mais il y a un risque également d'avoir un bouchon à ce niveau-là et que vous ayez d'autres problèmes à cause de ça. Donc, le siphon, sincèrement, techniquement, je n'aime pas. En tant que technicien, je n'aime pas trop. Au niveau de l'aspiration, donc on parle ici d'une aspiration flottante. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir l'aspiration qui se fait par tout simplement un Socarex qui descend au niveau de la citerne et où on va aller puiser l'eau dans le fond de la citerne. Alors, on n'est pas non plus dans le fond, on va être à entre 10 et 15 centimètres au-dessus du fond de la citerne. Le problème est que en cas d'orage, en cas de forte pluie, c'est qu'on ait une eau abondante qui vient remplir la citerne et qui commence à remuer le fond. Et si vous avez des dépôts au niveau du fond de la citerne, et vous en aurez à un certain moment, ça risque de mélanger et donc on va aller aspirer des crasses, je veux dire, l'hydrophore va aller aspirer les crasses qui se retrouvent dans cette eau qui a été remuée. Donc, ce fameux point 4, l'aspiration flottante, permet, on appelle ça, d'aspirer l'eau entre deux eaux. Chez Brainbox, on l'appelle comme ça. Ça veut dire qu'on n'est pas sur l'eau de surface, qui est généralement sale également, en tout cas qui n'est pas très propre, et on n'est pas dans le fond de la citerne, on est plus ou moins 10, 15 centimètres plus bas que le niveau de l'eau, et c'est un flotteur, et il va suivre le niveau, et on va toujours aspirer à cet endroit-là. Donc, c'est à cet endroit-là où l'eau est la plus propre et la plus pure pour pouvoir avoir, encore une fois, je le redis, une eau de qualité au niveau de votre installation. Ils mettent également ici, justement, l'exemple que je donnais tout à l'heure d'éviter de remuer le fond de votre citerne, c'est d'avoir une curve qui se fait donc dans le bas. Donc, on a vraiment, au lieu de jeter son eau directement dans la citerne, on aurait une tuyauterie avec une curve qui remonte légèrement pour éviter, je le redis, d'avoir ce remue de boue, en tout cas, qui serait dans le fond de votre citerne. Au niveau donc des filtres, au niveau de sa distribution d'eau de pluie, donc il y a une règle de base, c'est quoi? C'est que tout d'abord dans la citerne, on ne met pas de clapet et pas de crépine en bout de Socarex. Pourquoi? Parce que l'accès est difficile. Ça, c'est une règle chez Brainbox qui est mise en place depuis au moins une quinzaine d'années. Et l'avantage avec ça, c'est d'avoir justement un accès facile pour réaliser l'entretien. Et donc, le principe, c'est qu'avant l'hydrophore, on vient placer un clapet anti-retour et la crépine. Il y a une petite crépine en inox qui se place dans un raccord et qui permet d'avoir un accès facile à côté de l'hydrophore et non pas dans la citerne. C'est un peu le même principe si vous prenez un verre d'eau, vous mettez une paille dedans, vous mettez votre doigt au-dessus de la paille, vous ôtez la paille, si vous retirez votre doigt, ben, il y a de l'eau qui va couler. Donc, ça veut dire que l'eau est bloquée. Alors, soit on le bloque en mettant son doigt, on va dire son pouce, en dessous de la paille, ça fonctionnera également. Donc, ça, c'est le point 1, si on mettait une crépine avec le clapet anti-retour côté citerne. Mais en le faisant à l'opposé, ça fonctionne également. Il faut toujours garder cette eau pour éviter que l'hydrophore, à chaque démarrage, réaspire de l'air avant d'aspirer de l'eau. Ce n'est pas pratique au niveau de l'installation, c'est très mauvais au niveau de l'hydrophore. Donc, de travailler comme ça fonctionne aussi bien en mettant, et j'insiste, le clapet anti-retour et le filtre en inox juste avant la pompe. Ensuite, les filtres doivent toujours être placés en sortie d'hydrophore. Jamais placer un filtre avant l'hydrophore. Pourquoi? Parce que ça crée une perte de charge énorme et l'hydrophore, il ne va pas mettre longtemps pour être usé anormalement. Donc, toujours en sortie d'hydrophore, de mettre les filtres de 90-50 microns en sortie d'hydrophore. Comme je disais tout à l'heure, donc récupérer de l'eau de pluie qui vient d'une toiture plate en fait en roofing est à proscrire car les palmes de votre hydrophore vont s'user rapidement parce qu'il va y avoir vraiment cet effet abrasif au niveau de votre hydrophore. Et donc, en plus, on a un risque d'une eau jaunâtre en ayant un tel type de toiture. Il n'y a pas de solution. Je veux dire, si vous vous posez la question de dire, tiens, j'ai un toit en roofing, quelle solution il y a? Il n'y a pas. On ne saura jamais avoir une eau propre dans ce cas-là. Alors oui, vous pourrez encore l'utiliser, je veux dire, pour arroser le jardin.
à la limite, à vérifier au niveau des chasses, au niveau des WC, voir vraiment l'état et la couleur de l'eau proprement dite. Mais le risque, encore une fois, c'est d'user anormalement votre hydrophore, mais en tout cas, sûrement pas distribution au niveau d'une machine à laver et encore moins dans la salle de bain. Même avec un filtre UV, ça ne fonctionnera pas. Donc, BrainBox, en réalité, donc, propose les marques de filtres de chez Atlas pour tout ce qui est, on va dire, du standard. Et tout ce qui est avec UV, c'est les filtres de Saint-Tropure. On en reparlera juste après. Donc, ici, avec les filtres Atlas, donc j'insiste là-dessus, toujours placés en sortie d'hydrophore. Je fais une petite parenthèse. On peut utiliser ce fameux filtre Uno de 50 microns uniquement dans le cas où sur l'eau de ville. Donc, ça veut dire qu'en sortie de compteur, on peut imaginer de placer ce filtre Uno de 50 microns. Vous serez étonné après un an ce qui va récolter au niveau crasse qui circule dans la distribution. Donc, c'est toujours intéressant. Si vous avez en tout cas déjà un adoucisseur, Durlem nous l'impose. Si vous avez un adoucisseur, le filtre Uno est obligatoire à placer juste avant. J'ai fait installer un adoucisseur en France. Ben là, ils n'ont pas, c'est d'office, c'est livré avec. Ils mettent un filtre également. Donc, ce n'est pas que Durlem. Une autre marque le fait et eux prévoient directement leur filtre juste avant. Je reviens ici avec l'eau de pluie. Donc, au niveau de l'alimentation d'un robinet extérieur, un filtre Uno de 50 microns est déjà suffisant. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller mettre autre chose derrière, un filtre à charbon ou autre. Il n'y a aucun intérêt. De mettre un filtre Uno de 50 microns est quand même conseillé. C'est pour éviter d'encrasser le mousseur du robinet extérieur. Si toutefois on travaille avec des grosses sections et qu'on n'a vraiment pas de mousseur là derrière, c'est vraiment pour arroser. J'ai une cliente comme ça qui a des serres et qui arrose les serres. À la limite, le filtre Uno n'est même pas. Il y a une question? Alors, si vous alimentez donc en plus vos chasses de WC et machines à laver, dans ce cas-là, au minimum, il faut un filtre duo. Donc, ça sera un filtre de 50 microns plus un charbon actif. Ou mieux encore, c'est le filtre trio. On a trois filtres, l'un à côté à la suite de l'autre. Le premier est un filtre trio de 90 micros au temps nettoyant. Il y a un second filtre 50 microns et ensuite on retrouve le charbon actif. Dans tous les cas, de toute façon, c'est du charbon actif. Et donc, l'avantage de ce fameux filtre trio, je pense que j'en parle juste après, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, ce fameux filtre trio, donc l'avantage, c'est qu'on va d'abord passer par le 90 microns. Donc, déjà, on a un filtre déjà un peu plus moins épais. Il est auto-nettoyant. Alors, quel est le principe de l'auto-nettoyant? C'est qu'en bas de son godet, en dessous de son godet, on a tout simplement un robinet. Donc, on met un seau d'eau vide, bien sûr. On met le seau d'eau donc, en dessous du godet. On ouvre cette vanne-là et le principe de passage d'eau va être inversé. Et donc, il va s'auto-nettoyer son filtre et envoyer les crasses, je veux dire, l'eau plus les crasses au niveau du seau. On fait ça avec un seau, généralement avec un seul seau, c'est suffisant, si on le fait de manière régulière. Alors, qu'est-ce que c'est de régulière? C'est plus ou moins tous les 15 jours. Ce n'est pas compliqué à faire, il ne faut pas prendre d'outils, il ne faut pas fermer des vannes, c'est simplement ouvrir une petite vanne en dessous, remplir son seau, on jette, à la limite, on le refait une deuxième fois si c'est nécessaire. Par contre, tous les 3 à 6 mois, il faudra fermer les vannes, prendre la clé pour ouvrir le godet, retirer le godet, retirer le filtre, soit le nettoyer, soit le remplacer. Et donc, ça, encore une fois, la longévité de filtre, ça dépend, encore une fois, de ce qu'on vient de parler juste avant, c'est de la qualité de l'eau que vous avez au niveau de votre citerne. Au plus votre eau sera propre, ben, au moins vous devrez remplacer ou nettoyer vos filtres dans le temps. Et donc, ça va. J'ai des clients, ils échangent quasiment tous les mois. J'ai eu un cas ici dernièrement où le client me dit non, mon eau est vraiment sale, je ne sais pas faire autrement, je dois changer tous les mois. Donc, elle change son filtre 50 microns tous les mois. Alors que j'ai d'autres clients qui savent aller sans aucun problème jusqu'à 6 mois. Ils le nettoient une première fois et ensuite ils le remplacent 6 mois après. 3 mois après, pardon. Et donc, ce qui permet également, avec ce fameux filtre de 90 microns auto-nettoyant, ça permet également, l'avantage, c'est de préserver et d'avoir une longévité au niveau du second filtre, qui est un 50 microns. Alors, si vous souhaitez récupérer donc votre eau de pluie et
de la distribuer jusqu'à dans votre salle de bain, que ce soit au niveau lavabo, que ce soit au niveau de la baignoire, que ce soit au niveau de la douche. Je veux dire, Saint-Tropure a la solution. Ils ont un filtre trio UV. Donc, on a d'abord un 25 microns, donc on est encore plus bas au niveau filtrage. On a du charbon actif et un filtre UV qui tue les bactéries à 99,99%. Et donc, grâce à ça, je veux dire, on permet d'avoir une eau distribuée au niveau de la salle de bain correcte. J'insiste, et Saint-Tropure insiste également, sous réserve que vous avez une eau de qualité au niveau de la citerne. Sans ça, j'ai eu le cas chez un client où il y avait des sapins qui étaient tout alentour de l'habitation. Donc, ça veut dire qu'on avait toutes les épines qui tombaient sur les toitures et on avait une eau agressive, une eau acide, je veux dire, au niveau du filtre, au niveau de la citerne. On n'a jamais su avoir une belle qualité d'eau au niveau de la distribution. Donc, il faut en tenir compte. Je le redis et j'insiste, tout au début, j'en ai parlé. Attention, suivant le certificateur au niveau de Certibo, ce genre de filtre n'est pas toujours accepté. Donc, c'est dommage parce que c'est là qu'on consomme le plus d'eau. Encore une fois, je pense que nous tous, je pense, avons été soit au moins une fois dans la Lesse ou dans la Meuse ou au barrage de l'Odeur nager, voire même dans un bassin municipal, et d'avoir bu la tasse. Alors, si c'est dans le bassin municipal, bon, ben, ça a un goût de chlore, c'est pas agréable, mais bon, on n'en meurt pas. C'est pareil si on boit la tasse dans la Lesse ou dans la Meuse, enfin dans la Meuse maintenant, je ne sais pas si c'est le plus propre ou pas d'il y a 20, 30, 40 ans passés, mais ou dans le barrage de l'Odeur, combien d'enfants ne le font pas encore maintenant? Donc, il n'y a pas, je veux dire, au pire, qu'est-ce qu'ils risquent d'avoir? Je veux dire, savoir un petit peu des douleurs au niveau du ventre, c'est tout. Je veux dire, ça, c'est le risque. Mais ici, en ayant justement ce fameux filtre trio UV, l'UV, lui, va tuer justement ces bactéries. On n'aura pas ce risque-là. Et même sous la douche ou même en train de se laver les dents, on n'avale pas, je veux dire, de l'eau. Et je le redis et j'insiste, si même on avalait de l'eau, on n'en meurt pas et on n'aura pas non plus des douleurs ou autre, quoi. Donc, c'est vraiment de manière exceptionnelle. Allez, parce que je crois que j'étais trop vite. Non. Voilà, donc ici, je viens de l'expliquer. Point qui n'est pas, je pense, je vais aller au 10e, mais je ne pense pas que j'en parle. Oui, donc ça, j'en parlais tout à l'heure, justement. Donc, on était en relation avec Saint-Tropure pour voir un peu les modifications ou en tout cas les précisions auprès de Certibo. Donc, ça, c'est en train d'être en cours. Dès qu'on aura l'information, on fera une publication également de notre côté. Et je sais plus ce que je vais dire avec ça. Au niveau récupération d'eau de pluie, non, ça m'a échappé. Aussi, au niveau production d'eau chaude sanitaire, bien entendu, le robinet d'eau de ville, en tout cas, il est obligatoire qu'il soit d'eau de ville au niveau de la cuisine. Attention au niveau de l'eau chaude. On ne peut pas alimenter en eau de ville le boiler, donc la production d'eau chaude sanitaire, distribuer cette eau chaude de ville sur un métigeur où il y a de l'eau de ville, de l'eau de pluie froide qui est alimentée. Donc, dans le cas où le client demande une installation avec un filtre UV pour la salle de bain, on a l'obligation d'alimenter le boiler en eau de pluie pour avoir de l'eau de pluie froide et chaude au niveau du lavabo, de la salle de bain, donc de la salle de bain en général, la douche et la baignoire. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on remet un boiler de 10-15 litres, donc un boiler électrique sous évier au niveau de la cuisine. Et donc, ainsi, on alimente en eau de ville, en eau froide, la partie lavabo de cuisine, l'évier de cuisine, pardon, et on a un boiler qui réchauffe l'eau pour avoir de l'eau instantanée, ça sera vraiment instantané, puisqu'il est juste en dessous de l'évier, pour avoir de l'eau chaude au niveau de l'évier cuisine. Mais donc ça, il faut vraiment bien séparer ces deux points-là, c'est quelque chose de très, très important. Au niveau des hydrophores et des pompes immergées, donc on travaille avec Neptune. Donc ça fait depuis 2004 qu'on travaille avec Neptune. Donc ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille vraiment ensemble avec Neptune. Et donc on propose leur hydrophore et les pompes immergées.
Alors, pourquoi on a choisi Neptune? Neptune déjà propose des pompes de qualité et silencieuses. Alors, ils ont également des pompes, on va dire bas de gamme. Ici, dans le showroom, si vous avez eu l'occasion déjà de visiter notre showroom, on a justement 2 hydroforts de chez Neptune. Il y a un modèle qu'on ne suit pas, qui est très bruyant, et il y a un modèle, la Maxilène, qui est franchement très silencieuse. L'avantage également, c'est qu'on n'a plus besoin d'un système de ballon, donc de vase en dessous, au-dessus de l'hydrofort. Généralement, il se met en dessous. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un système, enfin, Neptune travaille avec un système press control. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est que dès l'ouverture d'un robinet, la pompe va se mettre en route. Bon, il n'y a pas de réserve là. Donc, la pompe va se mettre en route. Dès qu'on ferme le robinet, la pompe reste en fonctionnement plus ou moins entre 7 et 10 secondes. Au cas où on devrait réouvrir le robinet, c'est pour éviter un marche-arrêt intempestif. Et donc, après, elle se coupe automatiquement. Pareil, si vous avez une rupture d'eau au niveau de l'eau de pluie, elle ne va pas tourner dans le vide. Elle va se couper de manière automatique, donc elle va avoir une sécurité, elle se coupe de manière automatique. Le gros avantage également que Neptune propose, c'est, et ils sont les seuls en Belgique, il y a des grosses marques, on travaille entre autres avec les circulateurs de chez Grundfos pour tout ce qui est chauffage. Grundfos aimerait bien rentrer chez Brandbox avec leur hydrofort. Hélas, ils n'ont pas ce service-là que Neptune a, à savoir avoir un service technique, un SAV qui se rend chez le client. Les pompes doivent retourner donc chez Grundfos ou d'autres marques, les pompes doivent toujours retourner chez le fabricant. Et il faut savoir qu'au niveau des pompes, généralement, je veux dire, dans 95% des cas des pannes, si ce n'est pas plus, ce n'est pas un problème de pompe, c'est un problème d'aspiration. En aspiration, il n'y a pas de fuite. On est en aspiré et s'il y a un raccord qui ne serait pas étanche, qu'est-ce qui se passe? La pompe, elle va aspirer de l'air. Et c'est pour ça qu'elle ne va jamais se mettre en route ou elle va fonctionner anormalement. Et donc, pour trouver ce problème-là, il faut mettre en dépression, enfin, il faut mettre en sous-pression l'installation pour voir où est la fuite proprement dit. Soit revérifier tous les raccords ou alors mettre sous pression pour voir dans l'autre sens, pour voir où est la fuite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une raison ou une autre, il dit, tiens, M. Fondu, votre pompe là, elle ne va pas, il faut me la remplacer. Elle rentre chez nous, on la renvoie. J'ai le cas, je parle de ça avant 2004. Elle retournait à Bruxelles, elle repartait même aux Pays-Bas. 15 jours après, 3 semaines après, la pompe nous revenait, rapport du SAV conforme. Mais monsieur, non, ils ont fait des tests en labo, tout fonctionne. Ah ben non, moi ça ne fonctionne pas. Ben oui, ben alors à ce moment-là, c'est l'installation. Donc ici, justement, l'avantage avec Neptune, c'est qu'un technicien se rend sur place pour vérifier un peu l'état de l'installation et s'il y a un problème de raccord ou autre, ils solutionneront le problème. Généralement, c'est pris en charge par Brandbox. Ce service-là est franchement pris en charge par Brandbox. J'ai eu une fois le cas où le client, je pense très sincèrement, franchement de très mauvaise foi. Là, je n'ai pas accepté de prendre en charge. Il y avait vraiment une lacune vis-à-vis du client. Et ici, justement, et j'en parle dans un des points suivants, on a déjà changé nos raccords pour qu'ils soient déjà plus faciles au niveau placement, mais sur le marché, il existe, et on les a laissés un peu faire pour voir un peu ce qui se passait, mais il existe maintenant des raccords dits push fit. Et donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'on a le Socarex, on a le raccord et c'est vraiment emboîté dedans. Point final. L'étanchéité, elle est faite. Il est clipsé dedans. C'est un système également qui permet de le dévisser si c'était nécessaire. Mais donc, l'avantage avec ça, c'est qu'une fois qu'il est dedans, il est étanche. Ça a été utilisé et toujours utilisé auprès de la SWDE, donc auprès des distributeurs d'eau. Ils travaillent avec ce genre de raccord, donc le fameux raccord push-fit, qui n'était pas en son temps, en tout cas, accessible pour nous en tant qu'installateur ou pour vous en tant que client. Mais maintenant, je veux dire, c'est arrivé dans nos mains, je veux dire, on a pu les proposer. On a fait des tests et ça fonctionne. Donc là, on est en train de changer notre stock et ça commence, je veux dire, à distribuer avec ce genre de raccord pour avoir une facilité pour nos clients. Et surtout également, parce qu'au départ, on a fait des tests avec des raccords 100% en polyéthylène. Même le filet en 1 pouce est en polyéthylène. Le problème, c'est que si on vient le visser ou si on vient justement mal le fixer ou le visser, je veux dire, comme c'est du polyéthylène, ben, s'il part mal, il va continuer. Et on va recréer un nouveau filet. Et là, on aura réellement un problème d'étanchéité. Donc, on a réussi à trouver des raccords push fit où on a un raccord
mâle ou femelle, mais en laiton, et on a le raccord push-fit en polyéthylène. Donc, vous voyez un petit peu la subtilité dans certains cas de proposer des systèmes, de proposer des solutions auprès de nos clients. Bien entendu, nous, on fait toujours des tests en amont. Et donc, justement, c'est en amont qu'on a vu ce genre de choses, que si on le vissait un peu de travers, ben, on pouvait forcer, pas trop, mais on pouvait forcer dessus et créer un filet, mais alors on avait un problème d'étanchéité. Je reviens au niveau des pompes hydrophores. Donc, on travaille donc avec Neptune, avec les trois séries de chez Maxilent, donc de la série Maxilent. Donc, pourquoi trois? Ben, il y a trois modèles, la 34, la 35, la 36. Ça dépend tout simplement de l'installation. Si vous avez une installation où ça joue, en réalité, on va déterminer la 34, 35, 36 suivant votre citerne et votre hydrophore, le métré que vous avez, la dénivellation que vous avez, et ensuite ce qu'il y a derrière l'hydrophore, donc ce qu'on va devoir pousser, ce qui va devoir pousser dans l'installation, niveau 0, niveau plus 1 ou niveau plus 2. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a trois modèles qui sont proposés. Bien entendu, et ça c'est quelque chose d'essentiel, même je veux dire obligatoire, c'est de prévoir également la console. Pourquoi? Parce que la console est prévue avec ces cylindres blocs et donc le principe c'est de poser l'hydrophore sur ces fameux cylindres blocs pour éviter d'avoir une répercussion de la vibration au niveau des murs. Si vous mettez une simple console métallique où vous mettez votre hydrophore, même une Maxilent, encore une fois, c'est un moteur, il tourne, il vibre légèrement et vous allez vraiment avoir sur tout le pan de mur, et ce peut monter au niveau du rez-de-chaussée et voire de l'étage, puisque c'est en un seul pan de mur, on va dire, vous allez avoir une réverbération, une répercussion de ce bruit-là, de cette vibration-là au niveau du mur. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très désagréable. Donc, c'est pour ça que la console avec les cylindres blocs est très, très importante. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, avec les raccords push-fit, donc là, voilà, c'est confirmé. Donc, on travaille bien avec les raccords push-fit, sauf que ce sera des raccords push-fit à raccord en laiton et non pas 100% en polyéthylène. Et donc, c'est vraiment le principe, je le redis, c'est vraiment un système, c'est push fit, veut dire ce que ça veut dire, je veux dire, c'est vraiment clipser le Socarex dans le raccord. Donc, on va aller mettre l'étanchéité, on va aller visser le raccord, par exemple à l'hydrophore, à l'entrée de l'hydrophore. On vient avec le Socarex et on vient vraiment le clipser dedans. Donc, c'est vraiment un beau produit. Et un peu comme le Sanipush Box qu'on a sorti en octobre dernier. Donc, on a un système de sanitaire, de distribution sanitaire avec un système de raccord auto-étanche comme ça. Et donc, non plus le raccord bicone, mais un raccord auto-étanche via le push-fit, sans outils. Donc, on n'a pas besoin d'outils. On a simplement besoin donc, de couper correctement le tuyau, mais ça, c'est dans tous les cas, mais surtout de calibrer correctement, et ça, le calibreur est livré avec, de calibrer correctement le tuyau pour éviter d'avoir un report du joint ou autre. Et donc, on vient vraiment le clipser et il y a un contrôle au niveau du raccord pour être certain qu'il est bien emboîté dedans, qu'il n'y a pas un risque qu'il est à moitié emboîté et que quand on va mettre sous pression, il va y avoir un arrachage. Il y a vraiment un contrôle visuel qui est là. Donc, Brainboss propose également les pompes immergées, donc de chez Neptune. Bon, on en vend, je veux dire, si on compare, je veux dire, les Maxilent, c'est au minimum 200, 230 hydrophores sur l'année. Si on compare avec les pompes immergées, ça va être peut-être une dizaine de pompes immergées que l'on vend. En tant que technicien, excusez-moi, je me mets toujours en tant que technicien parce que je suis responsable technique, mais c'est voilà, c'est moi également qui étudie les produits. Donc, je suis fort dans la technique, beaucoup plus que dans le commercial. Et donc, l'inconvénient d'une pompe comme ça, je vais dire, c'est elle est immergée dans la citerne. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez un visu, que vous pouvez contrôler, que vous pouvez facilement vérifier, entretenir. C'est que le jour où vous devez en avoir accès, il faut tirer le Socarex, il faut tirer la pompe en même temps pour pouvoir je veux dire, vérifier un peu son état de propreté, puisque là, il y a une crépine qui est là-bas tout en bas et qu'il faut quand même de temps en temps aller vérifier ou en tout cas au minimum vérifier et encore mieux la nettoyer. Et donc, voilà, c'est dans certains cas où on n'a pas le choix. Alors, c'est quoi ne pas avoir le choix? C'est dans le cas où la citerne est à un niveau vraiment très bas, donc elle est placée très, très bas par rapport à l'installation. Donc, ça veut dire qu'on imagine une maison avec un terrain qui redescend à l'arrière.
la citerne se trouve quasiment en bout de terrain, donc on pourrait avoir un problème de longueur d'aspiration, mais surtout le problème qu'on risque d'avoir, c'est un problème de hauteur d'aspiration. Alors, physiquement, c'est 8,50 m de dénivellation. Donc, au-dessus de 8,50 m, on ne sait plus aspirer de l'eau. Une pompe ne sait pas aspirer physiquement. Donc, à ce moment-là, on est obligé d'aller mettre une pompe pour pousser l'eau comme un peu un château d'eau. Château d'eau, qu'est-ce qu'on a? Les pompes qui se trouvent tout en bas, elle pousse l'eau tout au-dessus, elle est mise, on va dire, entre guillemets, vu que la hauteur de l'eau, elle est là, il va y avoir une pression qui va s'installer pour pouvoir avoir une distribution. Ça permet d'avoir un ballon tampon, ça c'est une chose, mais aussi d'avoir une pression naturelle qui va se faire au niveau de la distribution. En général, c'est comme ça. Dans certains cas, ils sont obligés de remettre des pompes également pour repousser. S'ils doivent repousser à 10 km dans un autre village, ben, ils sont obligés de remettre une deuxième pompe en sortie du château d'eau. Mais donc ici, voilà, c'est dans ce cas-là où on n'a vraiment pas la solution. Alors, soit on n'aurait également pas la possibilité physique de mettre un hydrophore dans un appartement ou soit au niveau de la maison, techniquement, il n'est pas possible de mettre l'hydrophore, ben, on est obligé d'aller vers une pompe immergée. Mais je le redis, si on sait éviter ça, c'est toujours mieux. Il y a des clients qui nous demandent des pompes immergées, question de bruit. Une fois qu'ils ont entendu la maxilène tourner, ils ont compris que, je veux dire, ça fonctionnait correctement et qu'ils pouvaient se permettre de mettre ça dans une buanderie ou dans le garage sans aucun problème. Il est vrai que si on était habitué avec un hydrophore qui fait énormément de bruit, et, excusez-moi, mais si on se lève pendant la nuit pour aller aux toilettes et qu'on tire la chasse, ben, il y a un risque que l'hydrophore va se mettre en route. Enfin, il va se mettre en route, il n'y a pas de risque dans ces conditions-là. Ben, ça fait du bruit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des pompes très silencieuses. Alors, je dis, le risque pourrait ne pas être là, je vais y arriver, excusez-moi, fatigué là, c'est de mettre tout simplement un ballon tampon. Et donc, on a des ballons sans membrane, donc des ballons synthétiques qui peuvent être mis sous pression. Donc, le principe, c'est quoi? C'est qu'à la sortie d'hydrophore, on peut avoir un réservoir de 60, 100, c'est 60 ou 130 litres. Et ça veut dire que l'hydrophore, lui, il met sous pression l'installation, ça c'est une chose, mais surtout également cette réserve-là, ce qui permettra de tirer une, deux, trois chasses de WC sans que l'hydrophore se mette en route. Parce que lui, la pression, elle ne chute quasiment pas, puisqu'il a sa réserve de pression qui est là de 60 ou de 130 litres, et donc ce qui permet d'éviter un enclenchement intempestif, on va dire, de l'hydrophore. Simplement, c'est quand il va se remettre en route, il tournera un peu plus longtemps, puisqu'il doit remettre aussi bien le ballon que l'installation sous pression. Mais donc, c'est une possibilité. J'ai fait le tour. J'espère que j'ai répondu à vos différentes questions. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Donc, on peut parler, je veux dire, ensemble si vous avez l'une ou l'autre question. Voilà. Donc, pour lever la main, vous devez simplement cliquer sur lever la main. Donc, c'est soit, comme je le disais au début, soit tout au-dessus, soit tout en dessous de votre Zoom. Et ainsi, je vous donnerai la parole pour poser vos questions de manière verbale. Si vous avez d'autres questions ou des questions qui viennent par la suite, comme je l'ai dit, j'espère demain, sinon plus tard lundi, vous allez recevoir un mail de Brainbox avec les fameux 3 fichiers annexés qui vous seront envoyés. Si vous avez une question, n'hésitez pas, vous pouvez renvoyer le mail avec vos questions ou tout simplement contacter le service technique Brainbox, donc au 083 le 67 78 40, ou alors posez vos questions via info@brainbox.be et c'est moi qui vous répondrai automatiquement. Et si besoin est, je vous joindrai également soit une fiche technique d'un produit ou soit un lien vers telle ou telle information suivant la demande proprement dit. J'attends encore plus ou moins 5 minutes. Après, on arrêtera alors la conférence. Il n'y a pas de questions. On en arrête là. J'espère avoir répondu à vos questions et j'espère que ça a été clair pour vous. Oui, bonjour. Bonjour.
Ouais, j'aurais une question, mais ça n'a pas à voir avec les évacuations d'eau, Oui, je vous ni les écoute. pompes. Mais concernant le chauffage, je peux poser la question? Oui, bien sûr, je vous écoute. Euh, à l'heure actuelle, vous conseillez une chaudière au gaz ou bien une pompe à chaleur, Ah, ça, c'est vu la le prix de question du l'énergie? jour. C'est la question du jour. Encore une fois, ça dépend de l'installation que vous avez. Si vous avez une installation, donc je vais partir d'abord sur une nouvelle construction. Si on Pour une part nouvelle sur une, construction, oui. ok, Oui, si on part sur une nouvelle construction, vous avez encore la possibilité aujourd'hui de placer soit une chaudière gaz condensation, soit sur le gaz naturel, soit sur une citerne gaz propane, ou vous avez la possibilité d'investir, je parle bien d'un investissement, parce que le coût est quand même différent, vers une pompe à chaleur. Si vous avez la possibilité d'investir et d'avoir, je veux dire, de sortir, je veux dire, quelques milliers d'euros supplémentaires pour l'investissement d'une pompe à chaleur, sincèrement, je vous le conseille, mais vous devez garder à l'esprit également, soit tout de suite ou soit en tout cas dans les 2 ans qui suivent au minimum, au maximum, pardon, c'est d'installer du photovoltaïque. Donc, le oui, but, c'est oui. justement d'avoir le photovoltaïque là qui va engendrer donc une alimentation électrique là derrière pour justement diminuer la consommation d'une pompe à chaleur. Si vous partez vers une pompe à chaleur où vous n'avez pas du photovoltaïque, je ne vais pas dire que l'investissement n'en vaut pas la peine, je ne suis pas à ça, mais la rentabilité, je veux dire, sera bien automatiquement reculée en années pour avoir cette fameuse rentabilité qui est là, quoi. D'accord. Ouais, parce qu'avec Toujours, le prix du toujours, gaz et de l'électricité, on ne sait plus très bien maintenant. je sais, mais toujours travailler également avec une pompe à chaleur, du chauffage par le sol prévu pour une pompe à chaleur. Il faut savoir que nous, au Ah niveau oui, des offres de prix, les représentants, eux, les conseillers Brainbox, remettent prix au niveau du chauffage par le sol, soit avec des pâtes 20, si on est avec une chaudière derrière. Donc, ça veut dire qu'on va être à une température plus ou moins, je veux dire, 45, donc départ 45 degrés, retour 35 degrés, donc on appelle ça un delta T de 10. Avec une pompe à chaleur, on aura un delta T de 5, un départ de 35 degrés avec un retour de 30 degrés. Et pour ça, il faut obligatoirement avoir plus de tuyaux dans l'installation et donc des pas de 10 au lieu des pas de 20. ah oui. Euh, en sachant qu'on peut placer des pas de 10 avec une chaudière. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer déjà que la chaudière travaille déjà avec un régime de chauffe de 35-30 degrés, avec un delta T de 5. Et l'avantage qu'elle va avoir, c'est qu'elle va déjà moins consommer parce qu'il lui faudra moins d'eau chaude. Donc, automatiquement, au lieu de chauffer son eau à 45 degrés, elle va la chauffer qu'à 35 degrés. Ben, elle consommera moins d'énergie automatiquement, quoi. Et donc, on oublie à ce moment-là une pompe à chaleur, on oublie avec des radiateurs. On pourrait, mais là encore une fois, ça engendre des surcoûts parce qu'il faut des sécurités derrière. On pourrait mettre des convecteurs, convecteurs à eau, je ne parle pas de convecteurs électriques, mais convecteurs à eau sur une pompe à chaleur. Mais en général, je veux dire, nous en tout cas, lorsqu'on est sur une nouvelle construction, la règle est assez simple. Si on part sur une pompe à chaleur, c'est pompe à chaleur, chauffage par le sol au rez-de-chaussée, pas d'alimentation, donc de chauffage au niveau des chambres, simplement un radiateur électrique au niveau de la salle de bain. C'est comme ça qu'on prévoit, je veux dire, qu'on étudie, enfin qu'on projette, je veux dire, une nouvelle construction. Pourquoi? Parce qu'elles sont super bien isolées et il n'y a plus aucun intérêt d'aller chauffer au niveau des chambres à coucher. Je dis bien au pire, s'il y a des enfants là derrière qui étudient dans leur chambre, je dis bien au pire, on remet un petit radiateur de 500 watts s'il le faut pour justement casser le froid ou de casser ou d'avoir cette fameuse température peut-être de 20 degrés quand ils sont dans leur chambre pour étudier. Mais sinon, on ne chauffe plus les chambres. Avec le système de ventilation, ça permet déjà de ventiler l'habitation. Donc, il y a du chauffage qui circule automatiquement. Et, je le redis, les bâtiments sont de mieux en mieux isolés, donc ce n'est plus nécessaire. Avec Aller une cuisine. investir dans du chauffage par le sol à l'étage via une pompe à chaleur ou une chaudière, peu importe, ben, ça engendre des surcoûts isolés, avoir une chape supplémentaire, une hauteur de chape plus importante à l'étage, voire peut-être même un renforcement au niveau des ourdis, puisqu'on va avoir une masse qui va s'installer là-bas au-dessus. Et donc, l'investissement, sincèrement, n'en vaut pas la peine. Mais voilà un peu la réponse à votre question. Je veux dire, à ce jour, je veux dire, si vous avez une nouvelle construction, oui, ça serait mieux d'aller investir au minimum dans une chaudière gaz avec des pas de 10 au niveau du chauffage par le sol, parce qu'on travaille à très basse température, ou mieux, je veux dire, d'aller vers une pompe à chaleur. D'accord, merci.
Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez lever la main. Sinon, ben, on va en arrêter là alors. Vous avez encore une question, je pense. Oui, bonjour. Oui. J'avais une petite question. J'ai une pompe Neptune Maxilent mais d'une maison que j'ai achetée. Donc j'ai récupéré la pompe d'eau de pluie avec, Oui. qui est tout sauf silencieuse. Alors, quelle est la procédure, justement? À mon avis, c'est juste qu'elle n'a pas été entretenue ou pas spécialement été. Ça dépend du modèle également. Est-ce que c'est une Maxilent? C'est une Maxilent, oui. Okay. Maintenant, je ne sais plus exactement le dimensionnement, mais c'est une Maxilent. OK. Quel genre de bruit vous avez? C'est un bruit d'usage. Donc, c'est vraiment quand le moteur tourne. Comment est-ce que je pourrais le décrire? Comme une machine une vieille machine à laver. Est-ce qu'il n'y a pas de la cavité? Est-ce qu'il n'y a pas de l'air dans la pompe? Elle fait de la cavité? Elle siffle quasiment? Non, c'est plutôt un bruit grave. C'est plutôt un bruit grave vraiment de rotation. D'accord. À mon avis, ça a l'air d'être plutôt un roulement donc, qui aurait peut-être un peu vécu. Oui. Mais alors, du coup, quelle est la meilleure méthodologie, on va dire? C'est de contacter Neptune. Vous pouvez contacter directement Neptune. Donc, bien taper pompe Neptune parce que vous avez Neptune technique qui n'a rien à voir avec les pompes Neptune. Et en plus, ils sont dans le Tournésie également. Donc, c'est bien les pompes Neptune. Et donc, c'est un 069, je ne connais plus par cœur, c'est un 069. Et là, vous pouvez les contacter et il y a un service après-vente qui est là. Donc, ils pourront passer sur place et vous dépanner la pompe directement, quoi. D'accord, parfait, super. Donc, un grand merci. C'est ça l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont ce fameux service après-vente sur site. Et ça, c'est vraiment le gros avantage, quoi. Parfait, un grand merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. S'il n'y a plus d'autres questions, on en arrête là alors. Je vous remercie de la participation et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.